Je vais vous parler donc du long parcours pour une restauration complète de l'orgue. Je ne parlerai pas technique. Il y a une conférence demain, une table ronde avec tous ceux qui ont participé à la reconstruction de l'orgue. Et je ne parlerai pas non plus musique. Je parlerai simplement comment on réussit une opération. Et ce long parcours, je vais repartir de 1914. Alors on pourrait dire, pourquoi vous repartez de 1914, puisque théoriquement, il y a eu une restauration en 1938 et une inauguration en 1938. Bien, vous allez voir qu'il n'y en aurait pas eu, c'était la même chose. Mais je vais repartir de 1914, et même, donc ça fait plus de 110 ans, et j'aurais pu partir plus en amont, puisqu'en 1914, il était déjà question de faire une petite restauration sur cet orgue. Bien, donc partons de 1914. Et un petit résumé rapide de la situation. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Un mois plus tard, le 14 septembre, les Allemands arrivent à Reims et occupent Reims. Très peu de temps, puisque le 19 septembre, ils quittent Reims pour aller occuper les 3 forts qui se trouvent, surtout 3, qui se trouvent à 10-15 km de Reims, où ils resteront pendant 4 ans et lanceront des obus sur la cathédrale, sur la ville, pendant 4 années précisément, jusqu'à la libération. Voilà la situation. Alors, le 19 septembre, je dis bien, 19 septembre, ayant quitté Reims, à 7 heures du matin, les bombardements commencent sur Reims. Et dans l'après-midi, un obus incendiaire touche l'échafaudage qui se trouve sur la façade côté nord. Le vent se balayait d'un côté à l'autre. L'échafaudage a pris feu, mais d'autres obus incendiaires sont tombés sur la toiture. Ce qui fait que incendie à 15 heures, vous avez vu Notre-Dame de Paris, eh bien, à 4 heures du matin, je suis un peu trop en avant, à 4 heures du matin, voilà ce qui restait de la toiture. Il n'y avait plus de toit, bien sûr, mais il n'y avait plus non plus de charpente. Voilà ce qu'il restait à 4 heures du matin. Évidemment, on n'avait pas les pompiers comme à Notre-Dame de Paris pour tenter d'éteindre. La cathédrale avait vraiment été endommagée à ce moment-là. On avait une magnifique charpente, comme à Notre-Dame de Paris, que d'ailleurs on appelle toutes ces belles charpentes la forêt. Eh bien, elle a disparu en quelques heures. Sur la façade, je vais vous montrer 2 photos pour passer assez vite là-dessus. Sur la façade, là, on regarde le revers et nous regardons le portail sud. Nous regardons le portail sud et vous voyez la violence de l'incendie puisqu'il y avait un tambour qui protégeait la porte, un gros tambour qui montait jusqu'au linceul.
le feu a pris, et regardez comment est endommagée la pierre, la violence de l'incendie. Les traces sont encore visibles. On y fait peu attention, mais les traces sont encore visibles. Bon, ça a été un peu arrangé, mais ça ne sera jamais restauré, bien évidemment. Dans la cathédrale, il y avait aussi de la paille. Pourquoi? Parce que les troupes allemandes avaient demandé qu'on transforme la cathédrale en ambulance, c'est-à-dire un lieu pour que les soldats allemands blessés puissent être regroupés. D'ailleurs, les Allemands, que j'ai dit tout à l'heure, sont partis très vite, mais ils ont laissé les malades, ils les ont laissés dans la cathédrale. Et quand il y a eu l'incendie, il a fallu que le clergé s'occupe de les évacuer parce que la paille commençait à prendre feu, donc il y avait de la fumée partout, il fallait les délivrer d'une certaine façon. Bien, ça c'est la situation. Il se trouve que il y a eu de la fumée, il y a eu aussi ce qu'on a vu à Notre-Dame de Paris, mais on n'y a pas beaucoup pensé à Reims, c'est le problème du plomb. La toiture était en plomb, le plomb a fondu, comme à Paris, et c'est même écoulé par les gargouilles. Il reste quelques traces de ces gargouilles au Palais du Thau, où l'on voit le jet de plomb à travers les gargouilles. Eh bien, on ne s'est pas beaucoup intéressé au plomb à l'époque. Alors, qu'en est-il de l'orgue, puisque c'est ça qui nous intéresse ce soir? Eh bien, l'orgue n'a pas été tellement touché dans un premier temps. À part être empoussiéré, bien sûr, avec la fumée et autres, mais n'a pas été endommagé. Il a fallu attendre la dernière année de la guerre, où les obus des Allemands étaient plus puissants et ont commencé à percer la voûte. Vous avez ici ce que vous voyez dans le fond, en bas, à gauche, en bas à droite, pardon pour vous, je pense, c'est l'arrière. Et vous allez voir, vous avez sur le côté aussi, il n'y a pas que ces deux percements-là, il y en a aussi un autre sur le côté. Et vous avez là, vu dans l'autre sens, et la voûte, la grande voûte qui s'est effondrée devant le transept sud, face à l'orgue. Voilà ce qui reste de ce qui est descendu. Et on est juste devant l'orgue qui a été là partiellement abîmé. Alors on n'a pas retrouvé beaucoup de photos, j'en ai retrouvé qu'une seule qui montre. Alors vous ne verrez pas bien, il n'y a qu'une photo qui montre l'orgue, parce qu'à partir de 14, on n'est plus rentré dans la cathédrale. Et il n'y a pas eu de photos prises sur l'orgue en direct. Alors, si vous regardez bien, surtout sur la photo qui se trouve, je pense pour vous, à votre droite, vous voyez un tuyau qui est penché, et vous voyez des impacts sur les tuyaux. Et la photo est grossie, donc c'est pas très net. Et vous remarquez aussi le tas de pierres qui est tombé, qui se trouve là, au pied. Donc, l'orgue a commencé à être touché à ce moment-là. Et après, ça a continué, parce qu'il y a eu d'autres obus qui sont tombés sur la cathédrale. Et les éclats d'obus, d'ailleurs, vous en avez plein partout dans les piliers, il suffit de regarder. Ou des projections de pierres, c'est pas forcément le morceau de... Mais c'est ce qui éclate à partir des obus qui va se détruire. Regardez dans la cathédrale. Bon, ça a été évidemment refait, mais... Bien. Donc, on ne peut pas en dire plus, sinon que l'orgue a été touché
évidemment, il fallait faire quelque chose. Alors, il ne s'est rien passé pendant la guerre, la Première Guerre mondiale, pas grand-chose. Et c'est en 1936, alors qu'on prévoyait l'inauguration des travaux, vous avez vu les travaux, la cathédrale n'était pas terminée, puisqu'on la termine encore. Mais la cathédrale avait retrouvé sa toiture et avait retrouvé tous les vitraux. Donc c'était, comme on dirait, si on construit sa maison, c'était clos, couvert. Mais ce n'était pas fini. Toute la statuaire extérieure n'était pas terminée. La façade n'est encore pas terminée. On est encore sur le portail central. Mais le portail nord, le portail sud ont été réalisés il y a, la statuaire, il y a 15-20 ans, pas plus. C'est récent. Bien, donc je reviens à 1936. En 1936, c'est comme toujours, on décide qu'en 1938, on va inaugurer ce qui est fait. Et alors, le cardinal Emmanuel Suard, archevêque de Reims, estime qu'il est inconcevable de pouvoir faire inaugurer la restauration de la cathédrale sans qu'il y ait d'orgue. On est en 1936 et l'inauguration est prévue en 1938. Eh bien, dès le mois d'octobre 1936, l'État a prévu d'établir un cahier des charges, de recruter un facteur d'orgue pour faire la restauration de l'orgue. Et c'est Victor Gonzalez, d'ailleurs, qui a été retenu comme facteur d'orgue pour participer à ce travail. On a demandé au facteur d'orgue de faire en sorte qu'on augmente un peu le nombre de tuyaux. Il y en avait 53 avant, depuis 14, mais même avant, 53 tuyaux. Il fallait le passer à 75. Et même, on lui a dit, il faut faire en sorte que l'orgue respire un peu plus, parce qu'on l'entendait très mal du fond de la nef, donc il faut lui redonner un peu de volume. Et il s'est trouvé que, je ne sais pas si vous voyez les chiffres dans le fond, on est passé de 53 jeux, on a demandé d'en faire 75, mais comme on a dit qu'il fallait donner un peu plus d'ampleur à l'orgue, on en a rajouté encore pour arriver à 87. Donc on est passé de 53 jeux à 87 jeux. Donc quelque chose d'impossible à faire, à réaliser en 15 mois, 18 mois. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Gonzalez a fait le maximum pour que l'orgue soit prêt, théoriquement prêt pour l'inauguration en juillet 1938. Alors, effectivement, on a inauguré, mais l'orgue n'a jamais vraiment bien fonctionné. Il faut même savoir que le jour de l'inauguration, 30% des tuyaux n'étaient pas remontés. 30% des tuyaux n'étaient pas remontés. Mais on peut toujours jouer si les autres sont bien accordés. Et encore, l'harmonisation a été faite, pour faire une harmonisation d'un orgue avec autant de jeux, il faut des mois. Or, ça a été fait jour et nuit pendant 3 mois, avec plusieurs équipes, etc., pour faire en sorte que ça soit jouable le jour de l'inauguration. Alors, Arsène Muserel dira plus tard, monter un orgue de 87 jeux en quelques mois, c'est une folie. Folie qu'on a payée très cher par la suite. Et lui le premier d'ailleurs. Donc voilà notre orgue. Alors, inauguré en 1938. Il a été décidé quand même, à la réception des travaux, comme ce n'était pas fini, qu'il fallait continuer, qu'il fallait terminer le travail.
bien évidemment. Donc, décision prise. Mais, tiens, je vais vous passer une petite diapo pour vous montrer qui a payé l'orgue. Je reviendrai après. Le coût des travaux était... Alors, c'est des francs de l'époque, bien évidemment. Le coût des travaux était de 636 000 euros. L'archevêque a apporté 200 000 euros, ce qui n'est pas mal. Le tronc, organisé par les Amis de la cathédrale. Les Amis de la cathédrale existent depuis 1917 et travaillaient pour la cathédrale. Il y avait donc un tronc, et le tronc a pas mal rapporté, puisque ça rapportait 378 000 euros. Des francs, pardon. Des francs, merci beaucoup. On parle tellement d'euros. L'État n'a apporté que 58 000 euros. Bon, il a apporté quand même le complément, parce qu'il y avait le buffet qui avait été touché par les éclats d'obus et tout ça. Il a bien fallu le restaurer. Et là, ça coûtait quand même cher pour restaurer le buffet. On n'a pas changé le buffet, mais on l'a restauré. Voilà. Bien, on a inauguré en 1938. 15 mois plus tard, le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne et déclenche la Deuxième Guerre mondiale. Le 3 septembre, honorant les garanties des frontières de la Pologne, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Vous pensez bien que les travaux prévus pour terminer l'orgue n'auront vraiment pas lieu. Un peu de travaux de temps en temps, mais on n'a jamais fini l'orgue. Alors, précisons tout de même qu'il n'y a pas eu de dégâts en 1940. La guerre, aucun dégât, il y a eu des dégâts dans Reims, pas énormément, mais c'est pas comme en 1914 où la ville était à 80% détruite. Là, en 1940, il n'y a pas eu de dégradation, et pas dans la cathédrale, pas sur la cathédrale. Alors je vais vous parler maintenant de la période où j'aurais pu commencer la conférence, 38, voire même un peu plus tard. C'est la période Muserel qui va commencer. Beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup de Rémois ici, ont connu Arsène Muserel. C'était l'abbé Lartilleux qui était organiste titulaire du Grand Orgue. Et en 1943, il a arrêté pour des raisons de santé. Et c'est Arsène Muserel, en 1943, qui a été nommé... Alors, il n'a pas été nommé titulaire. Il a été nommé, comme on dirait maintenant, en intérim, en attendant qu'un organiste soit nommé. Et il a eu la chance... c'est en 1947, lui, d'être nommé titulaire, Arsène Muserel, titulaire de l'orgue de la cathédrale de Reims. Alors, il n'attendra pas longtemps, notre ami Arsène Muserel, pour signaler aux Beaux-Arts. Alors, je vais parler de Beaux-Arts parce que le ministère de la Culture n'existait pas à l'époque. Il a été créé plus tard. C'était les Beaux-Arts qui géraient les travaux comme ça sur les monuments historiques. Pour signaler aux Beaux-Arts l'état du Grand Orgue. Et en janvier 1947, le 2 janvier 1947, il a envoyé un document que nous avons, un document important aux Beaux-Arts pour dire tout ce qu'il avait à dire sur l'état de l'orgue. On est, par rapport à la restauration de 1938, on n'est pas loin, là. On a 9 ans. Bien, alors, dans ce document-là, bien sûr, il rappelle que le montage de l'orgue a dû s'effectuer dans un délai très court et qu'il était pratiquement impossible pour González de réaliser ce travail. Mais il l'a fait quand même dans la mesure du possible. Et ce qu'il dit également, c'est que oui, il parle de l'inauguration aussi par l'organiste Joseph Bonnet, qui lui a réalisé un tour de force. Bien,
Alors, il parle des conditions insalubres pour l'orgue. Les vitraux de la cathédrale ont été remplacés durant la guerre par des feuilles de cristalex. Je pense que c'est un espèce, j'en sais rien ce que c'est, j'ai pas regardé, c'est sans doute un espèce de plastique. On a retiré les vitraux en pensant à ce qui s'était passé en 14. Alors, la fermeture des vitraux, on parle surtout de ceux qui sont au-dessus de l'orgue, les vitraux qui représentent la création, le vitrail de la création. La fermeture, mais évidemment par cette fermeture provisoire, était loin d'être étanche. Surtout, laisser passer l'humidité, le froid, si bien que l'instrument subit sans transition les variations atmosphériques du dehors. Un orgue n'est pas conçu pour cela. C'est vrai, c'est très vrai. Là, dernièrement, on réglait encore l'orgue parce qu'il y a eu des différences de 2 degrés en quelques jours dans la cathédrale. Il faut constamment régler s'il y a des variations de température importantes. Bien, alors quels travaux ont été effectués? Alors ça, moi je l'ai découvert. Pour la dépose de la rosace du transept nord, l'entrepreneur de la cathédrale établit au début de la guerre un échafaudage juste au-dessus de l'orgue. En 1944, cet échafaudage fut transformé en un ensemble de protection pour l'orgue, avec un plancher, un ensemble de protection pour l'orgue contre les bombes incendiaires, qu'il n'y a jamais eu d'ailleurs. On établit dessus, surplombant tout l'instrument, un plancher qui est recouvert de panneaux de paille compressés, inifugés, et que un sol de ciment couvre le tout. Et en novembre 1946, après la guerre, eh bien, l'échafaudage fut démonté, il a fallu le casser le ciment. Alors il ajoute, malgré tous les louables précautions qui furent prises, l'orgue reçut à chacune de ces 3 opérations une grande quantité de parasites, poussière, sueur, paille, débris de ciment cassé, qui causèrent de sérieux préjudices, voire même des dégâts à tous ces éléments sonores et mécaniques. Donc il y a eu un échafaudage, une plateforme pour protéger en cas de bombe incendiaire, mais il n'y en a pas eu. Et il a fallu le démonter. Quand elle a démonté, vous imaginez les dégâts que ça a pu faire. D'ailleurs, on en a eu la conséquence, c'est que personne d'entre nous n'a entendu un jour les basses des grands tuyaux. Ils étaient bouchés. C'est à cette restauration-ci que les tuyaux ont été vraiment retravaillés et débouchés. Bien. Alors, dans ce document, qui fait 3 pages, qui est envoyé le 28 janvier 1947 aux Beaux-Arts, eh bien, il dit toutes les préconisations qu'il faudrait faire. C'est-à-dire, il fallait faire carrément une restauration de l'orgue. Ce qui veut dire que l'orgue n'a vraiment pas... on ne peut pas dire qu'il y a eu une restauration en 1938, puisqu'on ne l'a pas beaucoup entendu. À titre anecdotique, à la Libération, la personne de 97 ans était là hier. Quand il y a eu la reddition, sa maman lui a dit, il était petit, sa maman lui a dit « on va lui dire une prière à la cathédrale ». Alors ils se sont levés et ils sont arrivés à l'ouverture de la cathédrale. Et qu'est-ce qu'ils ont entendu en entrant dans la cathédrale? Ils étaient à peu près seuls dans la cathédrale. Elle venait d'ouvrir. Arsène Musserel qui jouait la Marseillaise. C'est une anecdote amusante de ce personnage, remarquable d'ailleurs, c'est un homme très sympathique. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe suite à ce bilan, comment il a appelé ça, le rapport sur l'état du grand trône de la cathédrale de Reims? Que font les Beaux-Arts? Rien. Pas de réponse, pas de suite. Alors,
c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Alors, je ne vous ai pas montré la tête d'Arsène Muserel pour que tout le monde s'en rappelle, hein. Tout jeune, à l'orgue, et plus tard. Bien, alors que se passe-t-il? Ben rien, les années passent, se déroulent, et on va passer de 47, alors que l'orgue est en mauvais état, on va passer de 47 à 92. Il ne s'est rien passé entre 47 et 92. Rien. Alors, il râlait tout le temps, Muserel. Il a essayé de faire marcher son orgue parce qu'il réglait un peu lui-même comme il pouvait. Et un jour, il a décidé de voir l'Union et de dire ce qu'il pensait de l'état de l'orgue. Et est sorti dans le journal de l'Union un article que je vais vous montrer. Alors, ça, c'est le rapport. Voilà, je vous montre le haut. Cathédrale, ton orgue fout le camp. L'orgue de la cathédrale de Reims a été oublié par l'État qui n'assume pas son rôle et laisse se dégrader l'un des plus beaux instruments du pays. L'orgue de la cathédrale de Reims était considéré comme le 3e ou 4e orgue de France. Hein, bien qu'il ne fonctionnait pas, mais on considérait ça par le nombre de tuyaux. Mais bon, voilà. Quand je dis 3 ou 4, mais de toute façon, c'était le premier de province, les autres étant sur Paris. Bien, alors je vais vous lire quelques articles de ce que disait Pierre Méat, repris dans cet article. Cet orgue n'est plus fiable. Certains jours, il refuse de jouer. Et il y a en permanence des accidents, des notes silencieuses, des cornements, c'est-à-dire des notes qui restent coincées, ou encore des notes qui jouent tout seuls. Il est complètement imprévisible. Il poursuit à tel point que depuis 10 ans, aucun concert n'a été donné. Je ne prendrai plus ce risque. Lors des derniers concerts, j'ai dû passer de l'autre côté de l'instrument pour bricoler avec la pince et le tournevis. Non, bon, son article, c'est que ça, toujours mis entre guillemets, parce que le journaliste fait attention que c'est bien ses propos, c'est pas les miens. Et en conclusion, Arsène Muserel dit « Mais l'État, c'est aussi l'administration et la paperasse au milieu de laquelle se perdent les responsabilités. » Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Je reprends sa phrase. Hein. L'administration, c'est aussi la paperasse au milieu de laquelle se perdent les responsabilités. Eh bien, Arsène Muserel, pendant toutes ces années, n'a rien vu venir, et il prendra sa retraite 6 ans plus tard, sans avoir rien vu, ne constatant que pendant parce qu'il a été quand même titulaire de l'orgue de 47 à 98, soit plus de 50 ans, et pendant ces 50 années, vu la lente dégradation de l'orgue. Bien. Alors, il prend sa retraite, donc il y a quelqu'un d'autre qui le suit. Et celui qui va le suivre, eh bien, c'est notre organiste actuel, c'est Pierre Méat. C'est Pierre Méat qui est nommé pour succéder à Arsène Muserel. Et Pierre Méat, je ne vais pas vous parler de son CV, tiens, si vous le voulez, il est dans le programme de ces 5 journées. Puis Pierre Méat n'aime pas qu'on parle d'autant qu'il il a un CV qui est quand même... il peut abandonner l'orgue et faire comme Olivier Latry et faire des tournées internationales sans problème. Hein. D'ailleurs, de temps en temps, il part au Canada ou il part ailleurs. Bon. Quand on ne le voit pas le dimanche, c'est qu'il est en train. Il est ailleurs. Il a raison d'ailleurs. Bien. Alors, Pierre Méat a été élève d'Olivier Latry. Olivier Latry, on peut dire le numéro mondial de l'orgue. Il a été professeur d'orgue ici à Reims, Olivier Latry, et il a eu Pierre Méat comme
comme élève. Et puis, il se trouve que quand Pierre Méa est parti à Paris pour suivre ses études, eh bien, il a retrouvé Olivier Latry au conservatoire. Et comme c'était un très bon élément, Olivier Latry lui dit, tiens, viens donc, tu seras le remplaçant, mais bon remplaçant, pour l'orgue de chœur à Notre-Dame de Paris. Et il a travaillé pendant assez longtemps sur l'orgue de chœur de Notre-Dame de Paris. Bien, toujours est-il qu'il est nommé ici. Et 12 ans après le décès de... 12 ans après l'article d'Arsène Muserel dans la presse, dans le journal L'Union, et 6 ans après sa retraite, Pierre Méa et moi-même apprenons une très bonne nouvelle. La DRAC Champagne-Ardenne demande à Éric Brottier, technicien conseil, de faire une étude préalable sur l'orgue. Ah, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et c'est le 5 février 2004. Vous voyez où on en est aujourd'hui. Le 5 février 2004, on lui demande de réaliser une étude préalable. Alors l'étude préalable, en quoi ça consiste? Bon, ben, c'est très simple, il faut faire une analyse très sérieuse de l'état de l'orgue, hein, de tous les problèmes qu'il a, etc. Il faut ensuite faire une proposition à partir aussi de ce qui est demandé et trouver les solutions. Et puis, je dirais, le point le plus important aussi, parce qui intéresse la DRAC, c'est que le troisième volet de ce rapport, c'est de dire le plus près possible combien ça va coûter. Donc, une étude préalable est lancée, c'est un très gros dossier, et qui a pris 4 ans de réalisation, hein, avec des spécialistes, etc., pour étudier, pour avoir un dossier qui soit vraiment construit, solide, qui permette de prendre une décision. Et en octobre 2008, il est présenté à la Commission nationale des orgues historiques, parce que certains éléments de l'orgue sont classés, et de ce fait-là, il devait passer devant la Commission des orgues historiques. Donc le dossier est présenté, Pierre Méa était présent, invité, le conservateur qui avait décidé, et la DRAC, le conservateur représentait la DRAC, qui avait décidé de lancer ces études préalables, était présent, mais n'était pas participant à la décision, mais était présent. Le rapport a été présenté, des questions ont été posées, et à la fin, à l'unanimité des membres présents, le projet a été accepté. Bravo. Le projet est accepté. Bon, quelques petites modifications, mais qui ne remettaient pas en cause, qui ne demandaient pas à repasser devant cette commission. Alors, la dernière phrase de ce rapport n'est pas facile. Le représentant de la DRAC a pris la parole et a dit « On ne peut que souhaiter la restauration de cet orgue. Cependant, force est de reconnaître que les conditions économiques du moment et les urgences sanitaires sur le bâtiment ne favorisent pas l'engagement d'une dépense évaluée à hauteur de 2 millions d'euros. » Eh bien, on avait trouvé que c'était une bonne nouvelle de lancer, qu'une étude soit lancée. D'ailleurs, une décision positive. Plus rien. Terminé. Combien de temps allons attendre? On est en 2008, hein. On connaît le résultat, mais vous voyez. Bien, donc, Pierre et moi, on était très déçus. Hein. L'espoir d'une restauration prochaine, eh bien, s'est envolé. Bon, ça n'empêche pas de vivre des événements importants quand même. Par exemple, on a vécu
j'en dirai un tout petit mot tout simplement, le 800e anniversaire de la cathédrale. Hein, mais il y a eu une intervention qui a été faite sur le grand orgue. Parce que notre petit orgue, à ce moment-là, était un peu dans le même état que le grand orgue. Donc, on allait fêter le 800e anniversaire de la cathédrale avec le risque d'avoir les deux orgues à genoux. Alors là, la DRAC s'est dit, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Donc, il y a eu une intervention sur le grand orgue, je ne rentrerai pas dans la technique, qui a permis de sauver un petit peu l'ordre pour cette année du 800e anniversaire de la cathédrale. Donc, les travaux ont été faits. C'est une amélioration partielle, mais qui, de toute façon, confirmait la nécessité d'une restauration complète de l'instrument. Bien. Alors, qu'est-ce qui... 2008, qu'est-ce qu'on fait? 2009, 2010, 2011, 2012. On a dit tout à l'heure qu'Arsène Muserel avait écrit aux Beaux-Arts. Eh bien, Pierre Méat décide, lui aussi, d'intervenir. Pierre Méat, lui, il décide d'écrire au président de la République. Pourquoi? Parce que le président de la République s'apprête à venir pour le 50e anniversaire de la réconciliation franco-allemande et la venue d'Adenauer ici dans la cathédrale, le 50e anniversaire, et était invité, bien sûr, c'était Angela Merkel qui était invitée pour cette manifestation. Donc il en profite pour écrire avant, pour voir. Alors, dans sa lettre, qui est très bien tournée d'ailleurs, il dit « Permettez-moi d'attirer votre... » s'adresse au président de la République. « Permettez-moi d'attirer votre attention sur l'importance de la restauration afin que le grand orgue de la cathédrale de Reims, qui a sonné à l'occasion de tous les sacres des rois de France, puisse à nouveau rayonner et porter la musique et la culture à la hauteur de l'écrin qui l'accueille. » C'est beau, ça. Ça, c'est du Pierre Méat, pour terminer son explication. Alors, évidemment, il a reçu un courrier de la présidence de la République disant que le président avait bien vu le truc et qu'il transmettait à la DRAC pour réponse. Bien sûr, c'est la DRAC, le service chargé de la cathédrale. Bien. Alors, on reçoit une réponse et quand on regarde le courrier, on s'aperçoit que celui qui a rédigé la réponse, c'est Jonathan Truyet. Et je vais en parler dans quelques instants. Alors, dans ce courrier, il y a deux phrases. Il y a deux phrases intéressantes. La première, c'est la suivante, parce qui montre que quand on est conservateur, souvent on est plus formé sur la pierre, la restauration de la pierre, de la statuaire, et moins sur les orgues. Voilà ce qui est dans la réponse. Le grand orgue de la cathédrale de Reims est aujourd'hui en état de fonctionnement. La dépose d'une partie de la tuyauterie est un moindre mal pendant que les parties en place fonctionnent. C'est pas ce qu'on attend comme réponse quand même. Hein, c'est vrai. Donc, quelques mois plus tard, il y avait sur les 4 claviers, il y en a un qui ne fonctionnait plus du tout. Hein. Bon, bien. Alors, la deuxième phrase, c'est qu'il dit à la fin, et c'est ça qui va me marquer, « Je ne désespère pas qu'on puisse à moyen terme, en association avec un mécénat privé, comme pour l'étage de la Grande Rose, entreprendre les travaux initialement prévus. » Parce que ce qui était prévu en 2008, c'est toujours valable. Il n'y a pas eu besoin de repasser devant les commissions. Donc, tout de suite, et quand je vois le courrier, je me sens personnellement interpellé. Personnellement interpellé, pourquoi? Parce que les personnes qui connaissent bien mon activité aux Amis de la cathédrale, j'étais président pendant toute cette période,
j'avais travaillé avec Jonathan Trouillet, celui qui répond à ce courrier. Jonathan Trouillet est arrivé au moment où les Amis de la cathédrale imaginaient faire les travaux de la Grande Rose et au moment où le président des Amis de la cathédrale est décédé subitement et que j'ai remplacé. Ce qui fait que j'ai rencontré ce conservateur, Jonathan Trouillet, qui sortait de l'école. Et moi, j'entrais dans prêtre. Et on a sympathisé, ce qui fait qu'on a, chacun dans son rôle, les Amis de la cathédrale n'ont comme rôle d'être apporteurs de fonds. Mais ce qu'on a bien réussi tous les deux, c'est que, et ce qui se poursuit toujours, c'est si on apporte des fonds, il faut être au courant de tout et participer à tout. Ce qui s'est toujours produit, c'est-à-dire que, ça continue, le président des Amis de la cathédrale, s'il apporte de l'argent, si les Amis de la cathédrale apportent de l'argent, le président doit participer aux réunions. Moi, j'ai participé aux réunions de la commission scientifique pour la Grande Rose, à toutes les réunions de chantier, avoir les comptes rendus de réunions de chantier, avoir tous les documents. C'est une grande transparence. Et ce qui existe toujours. Et on est les seuls cas en France à pouvoir dire qu'on a, avec l'État, une transparence totale. Si on apporte de l'argent, ce n'est pas pour être mis de côté. Donc, je connaissais très bien Jonathan Trouillet, je vois son courrier, sa réponse, je me sens tout à fait visé, et on prend en contact tout de suite sur le sujet pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on avance sur cet orgue. Il faut y aller quand même quelque part. Bien. Alors, je dirais que le message était lancé et les Amis de la cathédrale s'engagent à prendre en charge ce projet une fois l'inauguration de la Grande Rose inaugurée. Pour ne pas avoir deux chantiers en même temps à suivre, surtout que nous, on est chercheurs de fonds, on ne peut pas chercher des fonds sur deux projets. Non, on cherche sur un et ensuite sur un autre. Bien. Alors, on a fait... là, je vais faire une toute petite parenthèse. Il y en a qui s'en souviennent très bien. C'est qu'on a fait une inauguration assez exceptionnelle pour la Grande Rose. C'est qu'on en a profité pour faire, dans le même temps, le 100e anniversaire des Amis de la cathédrale, puisque c'était en 2017 qu'on a organisé la Grande Rose. Et les Amis de la cathédrale, créés en 1917, pendant la guerre, et fêtaient leur 100e anniversaire. Donc on a fait ensemble, manifestation commune. J'en profite pour montrer 2-3 photos rapidement. Là, c'était toujours l'article entier de notre ami Musserel. Voilà, on a décoré les citybus avec devant, derrière, d'un côté et de l'autre, avec 100e anniversaire des 100e anniversaire des Amis de la cathédrale, inauguration du grand orgue. Derrière, c'est marqué inauguration d'abord, 100e, etc. Bon, on s'est voilà. Derrière les citybus, c'était marqué aussi. On avait même des plaques de co, des sucettes de co avec l'inauguration de la Grande Rose, 100e anniversaire. Dans certaines sucettes, c'était marqué dans l'autre sens. Mais on a fait ça en même temps, le même jour, la même inauguration, etc. Voilà. Voilà, des affiches, alors des fois marquées inauguration en haut, 100e après, etc. On a fait 4 jours de manifestation. Il y en a qui s'en souviennent, qui sont ici dans la salle. Voilà. Bien, je passe à la suite. Et je reviens, bien sûr, au grand orgue. Alors, j'en étais où là-dedans? Oui, alors, j'en étais à la lettre. Bien. Alors, une fois qu'on est libéré, on décide avec Pierre, on va essayer de contacter l'Union pour leur dire que ça ne va pas et qu'il faut qu'on fasse avancer notre projet.
Donc, un premier article paraît dans le journal L'Union et qui est intitulé Le grand orgue à bout de souffle, l'orgue de la en sous-titre, l'orgue de la cathédrale et ses 6742 tuyaux se meurt. Bien. Alors, cet article, bien sûr, a déclenché cet article, je crois qu'il est du 2 septembre. Oui, cet article. Oui, on peut retenir les dates parce que là, on est déjà au 2 septembre 2017. On approche de 26. Cet article déclenche une rencontre au pied de l'orgue, le 5 décembre, avec Jonathan Truyet, l'homme que je connaissais bien, conservateur, et Pierre Méa. La discussion, une fois de plus, tourne sur l'orgue ceci, l'orgue cela, il ne fonctionne pas, il se passe ceci, il se passe cela, il faut faire absolument quelque chose. Toujours le même refrain depuis des années et des années. Alors, à la fin, je lui pose la question, je lui dis, bon, il serait peut-être bon un jour lancer l'appel d'offres quand même. Ah, il me dit, c'est pas le moment, on n'a pas les fonds. Ça a été une réponse que j'ai souvent entendue, on n'a pas les fonds. Bon, ben, on n'a pas les fonds. Bien. Alors, pour bien montrer que les Amis de la cathédrale ont pour projet la restauration du grand orgue, on fait paraître, alors je dis bien l'article, c'était en septembre, et au mois de mars, on remet ça avec un article, il faut sauver l'orgue de la cathédrale. On a profité de l'Assemblée générale de la Société des Amis de la cathédrale pour faire venir un journaliste qui, et comme j'ai expliqué à tout le monde ce qu'on allait faire pour l'orgue, eh bien, ça fait l'objet d'un article dans le journal L'Union au mois de mars 18. Et il faut sauver l'orgue, et en sous-titre, après la Grande Rose, la Société des Amis de la cathédrale veut s'occuper du grand orgue. Bien. Alors, l'orgue, pendant ce temps-là, l'orgue continue à part le bricolage qu'on peut faire pour le faire tourner un peu. Et c'est vrai que on a été, moi j'ai été surpris un jour, j'étais à la messe dimanche, et j'entends Pierre qui joue à l'orgue, alors qu'on avait dit qu'on jouerait qu'aux fêtes carillonnées. À l'entrée, il joue l'entrée de la messe, là. Il y a un monsieur qui se tourne vers son épouse et il dit « Qu'est-ce qu'on raconte dans le journal? Il fonctionne, cet orgue. » Bien sûr, avec la moitié des tuyaux, on fait fonctionner l'orgue, surtout pour les ritournelles de la messe. C'est pas de la grande musique. Eh bien, du coup, on a décidé, le 10 septembre, toujours 18, le père Laurent, qui était directeur de la cathédrale à l'époque, et curé de la cathédrale, Pierre Méa et moi-même, on a décidé que l'orgue serait muet à partir de maintenant. Terminé, on ne le joue plus. Voilà, on ne le joue plus. On peut toujours faire quelques notes, mais là, on a décidé, on ne le joue plus. On ne l'a plus joué. Ce qui fait que... D'ailleurs, le 18 septembre de cette année-là, on a eu de la part de l'Union ce bel article, puisqu'on a décidé de plus jouer le grand orgue de la cathédrale à Randulan. En très mauvais état depuis des décennies, le grand orgue de Notre-Dame est devenu impraticable. Là, bon, vous imaginez la suite. Hein. Alors, je vous dis aussi, c'est que on a décidé le 10 septembre de plus jouer l'orgue, et quelques semaines après, c'était l'installation de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, et Pierre Méa n'a joué que sur l'orgue de chœur. On avait décidé, et Pierre Méa a été dire à Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, voilà l'état de l'orgue, on ne jouera pas. Comment? Ben oui, Pierre, il est là. Pierre, il est là. Voilà. Bien.
Alors ensuite, pendant ces années qui s'écoulent quand même, j'avais toujours des contacts avec Jonathan Truyet, puisqu'on se connaissait très bien. Alors lui, bon, on n'a pas les fonds, mais si les amis de la CADA font un effort et apportent 50%, ça serait pas mal. Je dis, faut pas rigoler, c'est l'État qui est propriétaire quand même, c'est pas nous. On peut pas faire n'importe quoi. Donc, ça a travaillé, et puis, alors j'oublie peut-être quelque chose. Mais, à un moment, après justement l'orgue est mort, il y a un article qui est paru dans l'Union, et c'est pas nous qui en étions à l'origine, c'était la DRAC. Et la DRAC, l'Union titre « Au chevet du grand orgue », et le sous-titre c'est « L'État vient de lancer une procédure pour restaurer l'orgue de la cathédrale de Reims ». Intéressant d'apprendre ça. Mais le chantier ne débutera pas avant 2020. Bien. Alors, on est quand même déjà en 18, ça fait 14 ans que Brottier a fait son étude préalable. Hein. Alors, le temps passe, et notre ami Jonathan Truyet, conservateur, qui était conservateur région Grand Est, quand on est, Champagne-Ardenne, et quand il y a eu les grandes régions, il est devenu conservateur région Grand Est, et au mois de septembre 18 ou 19, il me téléphone. Ouais. En plus, il vient d'être nommé, quelques mois après, il vient d'être nommé DRAC adjoint chargé du patrimoine. Vous voyez la carrière. Hein. Et il me téléphone début septembre, il dit il faut qu'on se rencontre. Et visioconférence. Et visiblement, il voulait que l'on conclue nos discussions. Il était en présence de son successeur, comme conservateur, qui reprendrait le dossier. Mais visiblement, il voulait qu'on prenne une décision. Eh bien, on a discuté pendant 1 heure, comme d'habitude, et on a pris une décision. Et la décision a été la suivante. Et là, c'était un petit peu la fin. D'entrée de jeu, je lui ai dit, si tout se passe bien, nous, les amis de la 4A, on apporte 850 000 €. Bien. Je dis, à condition que la DRAC lance l'appel d'offres dans le mois qui suit. Je savais par Éric Brottier que c'était prêt. Donc, et j'ajoute, mais on en avait parlé plusieurs fois, j'ajoute, et la console mobile fait partie de l'appel d'offres. Et il me répond, d'accord. Donc, on était parti. Et j'apprends quelque temps après qu'il était nommé, il le savait déjà sans doute, il était nommé au 1er janvier dans le staff de Notre-Dame de Paris. Belle carrière pour... je regrette, il n'était pas là ces jours-ci, c'est dommage. Bien, voilà. Donc, il y a eu un article qui est paru dans le journal L'Union, là, qui a... Bon, ça, c'était... Voilà. C'est vraiment le dernier article. Le grand orgue de la cathédrale sera bien restauré. L'appel d'offres pour la restauration du grand orgue de la cathédrale a été lancé la semaine dernière. Les délais ont été presque respectés. J'ai dit dans 1 mois, et il a été fait début décembre. Il a été lancé début décembre. Il y a M. Truyet qui est là, qui pourrait dire si c'est vrai ou faux. Hein. Début décembre, il a été lancé. Donc, vraiment respecté. Et tout le monde a respecté ses engagements, comme on l'avait fait d'ailleurs pour la Grande Rose. Et
Alors, le sous-titre dit bien: l'appel d'offres pour la restauration du grand orgue de la cathédrale a été lancé la semaine dernière. L'échafaudage pourrait être monté en début d'année suivante. Bon, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs. Mais bon, c'était bien, c'était parti. Et ensuite, eh bien, on a... ça, c'est une réunion. On était là, je crois, en 21. C'est la première réunion avec les entreprises. On est dans le Covid, avec les responsables des différentes entreprises. Il y a Éric Brottier est au milieu avec un vêtement clair. C'est donc notre technicien conseil qui a travaillé avec Monsieur Trouillet, qui est parmi nous aujourd'hui. Bien, j'ai pas vu Monsieur. Il n'est pas là, Monsieur Brottier. Je l'ai pas vu. Non, il n'est pas là. Bien, voilà. Donc ça s'est passé comme ça. Et ensuite, bien sûr, c'était pas prévu, mais ça s'est fait comme ça. C'est que lors d'une visite de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, on a signé les conventions, puisque il y a plusieurs conventions qui ont été signées. Il y a une convention des Amis de la Cathédrale et du Fonds de dotation cathédrale. C'est la même convention. C'est d'ailleurs les Amis de la Cathédrale qui sont les premiers signataires, qui nous représentent. Et puis, il y a également la Fondation du patrimoine, puisqu'on travaille aussi avec la Fondation du patrimoine sur ce projet. Vous avez, derrière les signataires, vous avez la personne un peu sans cheveux, là, c'est le préfet de la Marne, et puis, ou le sous-préfet, non, ça doit être le préfet de la Marne. Et puis, à côté, vous avez Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, mais on ne le voit pas beaucoup, il est caché. Bien. Et puis, pour terminer, mais à la fin, j'essaye de passer quelques messages auprès de Roselyne Bachelot, mais bon, cause toujours. Bien, voilà. Bien. Bon, c'était quand même très sympathique. Voilà tout ce que je peux vous dire sur cette longue... Mais tout ça, ça repose, et c'est là tout l'intérêt d'ailleurs, ça repose sur un problème de relations. Bon, quand il n'y a pas les fonds, il n'y a pas les fonds. Mais le déclenchement, c'est souvent des affaires de relations. Et moi, je peux dire, de par mon expérience, qui maintenant va se terminer, j'ai fait un gros travail sur la Grande Rose et sur le Grand Orgue. Tout se passe dès l'instant où il y a de bonnes relations. Et on peut en être fiers, nous les Amis de la Cathédrale ici à Reims peuvent en être fiers, et je crois on peut tous en être fiers parce que c'est unique, je l'ai dit, en France. Même Chartres, qui apporte beaucoup plus d'argent que nous dans les travaux, ils sont habitués depuis plus longtemps que nous encore, eh bien Chartres n'arrive pas à avoir ce type de relation avec l'administration qui se sent vraiment arc-boutée sur c'est nous, apportez votre argent, c'est nous. Et ceux qui connaissent bien Chartres et qui ont visité, par exemple, récemment la restauration de la clôture du chœur, eh bien, les Amis de la Cathédrale ont apporté plus d'1 million sur la restauration de la clôture du chœur, qui est magnifique, un travail magnifique. Il y a une journée de conférences montée par la DRAC, le ministère, etc. La présidente a eu le droit à la parole un quart d'heure, quoi. Donc... apportez votre... Mais ce n'est pas le cas à Reims. Vous pouvez donner 1 euro. Les Amis de la Cathédrale transmettront votre euro à l'État sur un projet ou sur un autre. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. S'il y a des questions, et je vous remercie de m'avoir écouté d'ailleurs. Merci bien.